La thèse que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est il faut quitter l'Europe pour pouvoir changer la nation, puisque c'est le cadre sur lequel nous avons un moyen d'action, alors qu'au niveau de l'Europe, nous n'avons aucune prise, aucun moyen de contrôle sur le cadre européen. Alors tout d'abord, un petit mot sur le contexte. Donc, on a parlé des élections européennes. Donc moi, je fais partie d'un collectif qui est le collectif des citoyens souverains, qui ne prend pas part aux élections européennes, et qui a une position qui est finalement assez proche de celle qui a été adoptée par l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Saint-Nazaire, qui est de dire que finalement les élections européennes n'ont pas l'impact et n'ont pas l'importance que l'on pense. Et ce qu'on dit dans notre collectif, si des gens souhaitent voter, qu'ils aillent voter, mais qu'ils arrêtent de voter contre, essayer de voter pour. Arrêtons de voter pour faire barrage. Et c'était déjà ce qu'on disait la dernière fois en 2017. Ce qui tue la démocratie, c'est quand on va voter contre des gens. Macron a été élu contre Le Pen. Peut-être que le prochain président ou la prochaine présidente sera élu contre Macron. Et à un moment donné, si on est toujours dans le contre, mais qu'on n'est pas capable d'affirmer un projet positif, on va aller de catastrophe en catastrophe. Donc c'est ça qui est important, c'est de réussir à porter des projets, à proposer des projets, pour pouvoir ensuite choisir entre les différentes options. Alors donc moi j'ai eu la chance d'être invité, donc mon livre je l'avais écrit avant les Gilets jaunes, et donc le hasard a fait que des groupes divers et variés sont tombés sur mon ouvrage et m'ont invité pour présenter, et donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer des Gilets jaunes en dehors de la région parisienne, parce qu'il y a des différences sociologiques assez fortes entre les Gilets jaunes de région parisienne d'où je viens et les Gilets jaunes de province. Et ce que j'ai observé, alors ça va être intéressant justement que d'avoir aussi votre avis dessus. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait donc les gilets jaunes étaient évidemment très diverses, mais il y avait deux tendances qui ressortaient dans ces gilets jaunes. Une tendance, on va dire, qui était très attachée aux questions de souveraineté nationale, d'indépendance, qui estimait qu'aujourd'hui l'État français avait perdu beaucoup trop de pouvoir, avait délégué beaucoup trop de pouvoir à l'Union européenne, et était donc en attente d'une restauration des prestiges de l'État. Et à côté de ça, il y avait une demande de souveraineté, et de l'autre côté, il y avait une autre tendance qui, elle aussi, avait une demande de souveraineté, mais pas exactement sur le même aspect, qui était plutôt une demande de souveraineté, de contrôle sur nos élus. C'est-à-dire qu'il disait le problème, ce n'est pas seulement que nos élus n'aient plus vraiment de pouvoir face à l'Union européenne, le problème, c'est que nous-mêmes, on n'a pas, et en réalité, on n'a jamais eu réellement de pouvoir sur nos élus. Et c'est là qu'a commencé la deuxième phase des Gilets jaunes et de la montée en puissance de ce mouvement. Au départ, c'était des revendications d'ordre social immédiates, de justice sociale, de justice fiscale. Et ensuite est venue la question démocratique, de se dire, mais finalement, sommes-nous réellement en démocratie? Comment se fait-il que lorsqu'on élit des gens, ils ont les pleins pouvoirs et ils ne nous rendent aucun compte? Et ce que j'essaye de proposer, de dire finalement, c'est que ces tendances-là, qui se rencontrent dans les Gilets jaunes, qui discutent ensemble, parfois des gens qui viennent d'horizons divers, de partis divers, qui votent pour des tendances complètement opposées, arrivent à se retrouver sur des exigences de justice et de démocratie, mais qu'il y a un travail intellectuel à faire pour réussir à prendre le meilleur de chacun et réussir à élaborer un projet commun. Et donc actuellement, il y a deux lignes de force qui se constituent. Il y a le mouvement des assemblées, donc qui notamment à Saint-Nazaire et à Commercy a adopté une structuration très décentralisée, avec des revendications très fortes, des revendications anticapitalistes, notamment antiracistes, antisexistes. Et par ailleurs, il y a également une tentative de structuration à l'échelle nationale des Gilets jaunes qui a commencé, qui s'appelle la ligne jaune. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est une plateforme nationale qui est notamment portée par François Boulot, que j'ai rencontré avant-hier, et qui pense que si on en reste au stade de petits groupes éparpillés et décentralisés, on n'arrivera pas à faire plier le pouvoir. Que le seul moyen de faire plier le pouvoir, c'est de s'organiser en contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir qui fonctionnerait différemment de toutes les organisations que nous avons connues jusque-là. Un contre-pouvoir qui serait capable de mandater des porte-paroles, et non plus des élus dotés de plein pouvoir, de véritables porte-paroles qui pourraient porter des revendications, défendre ces revendications jusqu'au bout, et jusqu'au bout, ça veut dire y compris, s'il le faut, si nécessaire, en sortant du carcan des traités européens, et à terme même, en sortant du carcan du capitalisme. Sauf que pour pouvoir faire tout ça, il faut le préparer, il faut le penser, ça ne s'improvise pas,
Et donc c'est justement ce travail que je vous propose, de commencer tous ensemble à réfléchir comment on peut sortir du carcan actuel. Donc la première partie de mon livre, Quittons l'Europe, donc l'idée vraiment c'est d'être très clair dès le départ, car le problème c'est que c'est toujours si on démarre avec un langage ampoulé et si on commence à ne pas dire clairement ce qu'on veut, ça coupe court au débat finalement. Et donc l'idée c'est de permettre qu'il y ait des thèses affirmées pour pouvoir en discuter. Donc quand je dis quittons l'Europe, je ne dis pas seulement quittons l'Union européenne. Alors le problème évidemment numéro 1 aujourd'hui sont les traités européens et c'est la monnaie unique européenne, l'euro, mais je vais plus loin, puisque ce que je dis c'est que c'est le problème même, le problème fondamental de vouloir se forcer à faire une monnaie unique, des normes uniques, des lois uniques avec plusieurs peuples. Cela signifie que les peuples abdiquent leur souveraineté, puisque si un peuple tout seul veut mener sa propre politique, il ne peut pas. Il est soumis aux conditions des autres pays. Et l'exemple le plus frappant, dans le programme d'Emmanuel Macron, alors il y a plein d'exemples, il y a la Grèce notamment, mais là je vais prendre un exemple encore plus frappant, parce qu'à la limite on va dire la Grèce, c'est loin, c'est un petit pays, on est la France. Et Emmanuel Macron, il a dans son programme, noir sur blanc, on va interdire le glyphosate. C'est minime, interdire le glyphosate. Il ne peut pas le faire. Ce glyphosate, en fait, on ne peut pas l'interdire dans un seul pays. Si on est dans un cadre de libre-échange et de libre circulation des marchandises, vous ne pouvez pas interdire le glyphosate en France parce que vous allez continuer à avoir du glyphosate venu des autres pays européens. Donc c'est un problème qui est encore plus profond que celui des seuls traités tels qu'ils sont dans leur forme actuelle. C'est vraiment le problème de dire nous sommes dépossédés de la possibilité même de mener notre propre politique. Et ça, évidemment, il est possible de faire des coopérations internationales sans abdiquer sa souveraineté, évidemment. Mais si on veut faire des vraies coopérations internationales, dans ce cas-là, pourquoi se limiter à l'échelle européenne? C'est ça le problème. Déjà, on ne sait pas quel pays est européen, lequel ne l'est pas. La Turquie est-elle européenne? La Russie est-elle européenne? Et il y a plein de pays qui ne sont pas européens, avec qui nous pouvons parfaitement nous allier. Donc il faut vraiment se poser la question, et ça c'est vraiment une question que j'aimerais peut-être qu'on creuse ensuite dans la question, c'est qu'est-ce que cela signifie pour vous être européen? Qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête depuis des années pour que l'Europe soit un beau projet en soi, que même les personnes les plus critiques de l'Union européenne se sentent obligées de dire à chaque fois « mais je suis quand même européen, mais je me sens européen ». Qu'y a-t-il derrière cette impensée? Alors que tout simplement nous sommes du peuple de France, de ce peuple qui s'est soulevé pour les gilets jaunes. D'ailleurs, je précise que dans les gilets jaunes, les gens, quand ils vont dans la manifestation, on ne leur demande pas leur papier d'identité. On ne leur demande pas s'ils ont la nationalité française ou pas. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils luttent ici, ils font partie de ce peuple, ils font partie de cette population. Il se trouve qu'il y a des frontières qui font que l'Allemagne ne s'est pas soulevée, le peuple d'Allemagne ne s'est pas soulevé, le peuple d'Italie ne s'est pas soulevé. Il n'y a pas forcément à chercher derrière de raisons profondes. C'est comme ça, c'est l'échelle de notre communauté politique. Les communautés politiques, aujourd'hui, correspondent aux États-nations. Ce ne sera peut-être plus le cas demain, peut-être que les frontières changeront, mais aujourd'hui, c'est cette échelle-là. Et ce peuple qui s'est soulevé, tant qu'il devra se soumettre aux conditions des autres pays, tant qu'il dira « je ne peux rien faire tant qu'il n'y a pas l'accord de tous les autres pays », il est impuissant. Nous sommes impuissants dans ce contexte. Et c'est en cela qu'on dit que l'Union européenne est une nouvelle prison des peuples. Une prison des peuples avec une complicité des oligarchies nationales. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est pas forcé par l'Union européenne d'appliquer des politiques libérales. Il fait partie de ce problème, il fait partie de cette Union européenne qui n'est rien d'autre qu'un club de grande puissance, d'oligarchie nationale, de bourgeoisie nationale, qui se regroupent derrière ces traités européens pour se mettre au-dessus de tout contrôle politique, de tout contrôle populaire. Par contre, ce sont des verrous, et là je fais référence à la Grèce, nous avons vu l'exemple en Grèce, si un gouvernement arrive au pouvoir en voulant mener une autre politique, une politique plus sociale, une politique plus écologique, là, l'Union européenne va fonctionner de manière répressive en lui interdisant de mener une politique différente de celle menée par tous les autres pays. Et une des raisons, ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons de ce carcan, c'est la libre circulation des capitaux. Dès que vous arrivez au pouvoir sur un programme alternatif,
immédiatement, il y a la fuite des capitaux, du fait qu'on a supprimé le contrôle d'échange, et du fait que les traités européens imposent cette libre circulation des capitaux. C'est-à-dire que tant qu'il y a cette libre circulation des capitaux, vous ne pouvez de toute façon pas mener de politique économique alternative. Vous êtes dépendant des marchés financiers, d'autant plus si votre monnaie c'est l'euro. Donc dans ce cas-là, cela signifie que vous ne pouvez pas faire de création monétaire. Vous êtes obligé de vous endetter auprès des marchés financiers, et donc vous êtes obligé de mener une politique qui plaît aux marchés financiers, c'est-à-dire une politique en faveur des plus riches, en faveur des grandes entreprises, qui est exactement la politique menée en France depuis 40 ans, que les gouvernements soient socialistes, conservateurs, UMP, Parti socialiste, En Marche, tout ce que vous voulez, c'est toujours la même politique, tant que nous sommes dans ce cadre. À partir du moment où nous sommes dans un projet fédéral, nous ne sommes plus maîtres de nos décisions. Et c'est pourquoi, en fait, pour ceux qui se demandent peut-on changer l'Europe, il faut se poser la question, changer l'Europe, mais pourquoi faire? Par exemple, si on trouve que l'euro actuellement est surévalué par rapport aux besoins de l'économie française. C'était le cas pendant des années, c'est moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas, l'euro est toujours surévalué par rapport aux besoins de l'économie grecque, ou par rapport aux besoins de l'économie portugaise. Mais en revanche, l'euro actuellement, il est sous-évalué par rapport à l'économie allemande. Alors on pourrait modifier son taux éventuellement, supposons qu'on arrive à changer ça. Le problème, c'est que même si on arrive à changer l'Europe dans un sens qui serait plus favorable à nos intérêts, il y aura toujours des pays qui seront lésés. On ne peut pas trouver des taux uniques, des normes uniques pour autant de pays. Et donc ça veut dire que c'est la loi du plus fort qui l'emporte, et il y a toujours des perdants. Il y a toujours ce qu'on appelle des phénomènes de polarisation, c'est-à-dire qu'il y a des grands centres, comme par exemple l'Allemagne, qui arrivent à profiter de ce marché unique et de ce libre-échange, et des phénomènes de paupérisation, de désindustrialisation dans les périphéries, et notamment dans l'Europe du Sud. Et finalement, les seuls pays qui arrivent à s'en sortir, ce sont les pays qui font du parasitage, du dumping social, du dumping fiscal, ceux qui font les plus bas taux de société, les plus bas impôts pour les sociétés, comme l'Irlande, ou qui font le secret bancaire, qui profitent de la libre circulation des capitaux, comme le Luxembourg. Ce sont les pays qui en profitent au détriment des autres. Donc ce n'est pas un espace de coopération. Ce marché unique, c'est un espace de guerre économique. Et donc c'est un espace qui ne fait qu'aggraver les tensions entre les nations. Qui ne fait pas la paix, mais au contraire, qui prépare la guerre de demain. Donc l'idée de changer l'Union européenne, ce n'est pas un bon objectif en soi. Ce qu'il faut, c'est avoir des peuples souverains qui ensuite coopèrent, décident entre eux, qu'ils soient européens ou non européens. Alors ensuite, il y a une autre question parfois qui est soulevée, c'est celle de ce qu'on appelle la désobéissance. Donc c'est l'idée de rester dans le cadre de l'Union européenne, de se dire c'est quand même difficile d'en sortir, on voit le Brexit. Est-ce qu'on ne pourrait pas rester sans appliquer les règles? Et un exemple qui est souvent donné, c'est qu'il existe plusieurs pays européens qui n'appliquent pas forcément tous les traités à la lettre de l'Union européenne. Alors cette voie-là, elle est problématique. Alors pour une autre raison. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les États membres qui ne respectent pas les règles de l'Union européenne, vous remarquerez que c'est souvent lié aux questions de droits de l'homme. Par exemple, dans les pays de l'Est, la Pologne ou la Hongrie, là on voit qu'on peut faire des entorses dans l'Union européenne à toutes les questions démocratiques. En revanche, tout ce qui est économique, tout ce qui touche aux intérêts des capitalistes, des marchés financiers, là l'Union européenne est scrupuleuse et pointilleuse. Et par exemple, sous François Hollande, il y avait une modeste taxe de 1% sur les filiales d'entreprises françaises dans l'Union européenne. Et bien cette modeste taxe a été retoquée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est contraire aux traités européens qui garantissent le moins-disant social, le moins-disant fiscal, la libre concurrence. Et là, dès qu'on touche aux intérêts des puissants, dès qu'on touche aux intérêts des lobbies, là, les traités européens sont utilisés comme ce carcan qui va empêcher toute politique économique alternative. Et du coup, la désobéissance ne pourra pas fonctionner. La désobéissance, à quoi ça aboutira? Supposons qu'on ait un gouvernement élu sur des promesses simples
de hausse du SMIC, de sauvetage des services publics, de renationalisation des services publics, puisque vous avez vu qu'on va encore privatiser les aéroports. Alors, il va d'ailleurs y avoir une campagne pour essayer référendaire pour essayer d'empêcher ça. Mais vous savez que le référendum n'est pas obligatoire. Même si nous arrivons à récolter les 4,7 millions de signatures, et je pense qu'on les aura, et on aura même plus. Mais malgré tout, il n'y a pas d'obligation légale pour Emmanuel Macron de convoquer ce référendum. Il ne s'agit que d'une consultation. Et il n'y a pas que les aéroports, ça fait 30 ans qu'on a tout privatisé. On a privatisé la SNCF, ouvert à la concurrence, on a privatisé les télécoms, on a privatisé de plus en plus de services publics, et vous avez remarqué la dégradation continue, perpétuelle de ces services publics. Et cela en application de directives de l'Union européenne. Et ça veut dire que si on veut faire marche arrière, on va se retrouver confronté à l'Union européenne et on va se retrouver confronté au marché financier. Et là, je vous invite à lire un article du Monde diplomatique qui est sorti en octobre dernier, qui explorait justement ce scénario. Que se passe-t-il si un gouvernement arrive au pouvoir dans une perspective de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt des marchés financiers? La conclusion, elle est nette, elle est sans bavure. Vous êtes obligé de rétablir le contrôle des capitaux, vous êtes obligé de sortir du marché unique, vous êtes obligé de sortir de l'Union européenne, vous êtes obligé de revenir à une monnaie nationale, puisque ce n'est pas possible d'avoir sa monnaie gérée par une banque centrale européenne qui n'a rien à voir avec votre mandat populaire. Et ça, il faut l'assumer. Et ce n'est pas aussi terrible qu'on le croit, en fait. C'est simplement revenir à des situations que nous connaissons. Il existe des plans, il existe des travaux d'économistes, il existe même des travaux qui ont été réalisés à la Banque de France pour savoir comment faire pour revenir à une monnaie nationale. C'est parfaitement possible. Il existe ce qu'on appelle les travaux sur le circuit du trésor, c'est-à-dire comment faire pour que la France puisse s'autofinancer, pour ne pas avoir à emprunter auprès des marchés financiers, pour que la dette publique française soit payée par les banques, par les grandes entreprises, par les contribuables les plus fortunés. Ça existe dans d'autres pays, ça existe au Japon. Au Japon, vous avez une dette de 250% du PIB, du produit intérieur brut. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que le Japon ne se finance pas auprès des marchés financiers. Il s'autofinance. Et ça, on le faisait avant en France. On le faisait dans les années 60, 70. Puis on a arrêté de le faire. Et aujourd'hui, on s'interdit de le faire. Mais on peut revenir en arrière. Ce sont des choix politiques. Ce sont toujours des choix politiques à faire. Et ils ne sont durs que lorsqu'on ne les a pas préparés. Mais il y a eu des travaux dessus. Il y a eu des préparations. Et c'est possible de le faire. Une fois qu'on est sorti, eh ben on coopère avec les autres pays, quels qu'ils soient, européens ou non européens, dans l'idée d'une juste coopération et dans une idée de relocalisation de l'économie. On n'a pas forcément besoin d'importer des marchandises de l'autre bout de la planète. Ceux qu'on peut produire de manière plus locale, eh bien faisons-le, sans avoir à développer le libre-échange partout. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est pourquoi tant de personnes, malgré tout, continuent à croire dans le rêve européen? Et c'est ça que j'ai essayé de comprendre dans mon livre, quelles sont les différentes raisons, quelles sont les mauvaises raisons, mais aussi les quelques bonnes raisons qui font que tant de monde, à la fin, finissent par adhérer au rêve européen. Alors il y a 3 grandes lignes directrices, et vous allez voir, ça correspond à des classes sociales, c'est pas un beau mot, ou ça correspond à des courants politiques, ça correspond à des lignes de force, et finalement à des intérêts et des décisions assez logiques et qui peuvent s'expliquer de manière sociologique. Tout d'abord, il y a des gens qui profitent matériellement de l'euro, qui sont en capacité de faire des voyages dans les autres pays européens, qui ont une assurance vie avec des fonds en euros, 20-25% de la population, qui a intérêt à garder le système actuel, pour qui la sortie de l'euro signifierait une baisse de leurs revenus d'épargne. Et bien, 20-25%, ça correspond à cet étiage qu'a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui se présente comme le candidat de l'Europe, comme le candidat qui réconcilie la bourgeoisie autour de l'idée européenne et autour de la sauvegarde et du sauvetage des intérêts économiques et matériels des populations les plus fortunées en France. Pas seulement les 1%, mais un peu plus, les 20%, les 25%. Donc ce sont des gens qui profitent matériellement de l'Europe telle qu'elle est actuellement. Ça, c'est une première composante. Et on a l'impression que ce sont la seule composante européiste.
alors qu'en réalité, il en existe d'autres. Ça, c'est un phénomène qui commence à être perçu depuis quelques temps, mais qui a des racines plus profondes. Pendant longtemps, on nous disait, les anti-européens, c'est l'extrême droite. Ce sont les identitaires. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Vous regardez le programme du Rassemblement national, c'est l'autre Europe, c'est l'Europe de Salvini en Italie, c'est l'Europe d'Orban en Hongrie, c'est l'Europe de l'extrême droite, de cette extrême droite, qui dans toute l'Europe est en train de prendre le pouvoir sur cette nouvelle idée. Nous adhérons à l'identité européenne, nous adhérons à la civilisation européenne, qui n'est plus définie comme quelque chose qui aurait à voir avec les Lumières ou les droits de l'homme, mais qui est définie de manière néoconservatrice comme une défense de valeurs occidentales qui seraient menacées par qui? Eh bien, par le reste du monde, mais notamment par les pays musulmans, par les immigrés, par la Chine. On nous dit qu'il faut faire l'Europe pour faire contrepoids à la Chine est très dangereuse. Et il y a toujours ce lien ambigu à la Russie. Alors c'est pour ça que les extrêmes droites européennes n'arrivent pas à s'unir. En ce moment, ils sont en train de se réunir en Italie justement pour essayer de surmonter ça. Une partie considère que la Russie est avec eux. C'est la Russie blanche, chrétienne, européenne. Donc la Russie serait européenne parce que blanche et chrétienne. Ça, c'est la vision, par exemple, de Marine Le Pen ou de Matteo Salvini. Et puis il y a les extrêmes droites en Europe de l'Est qui, elles, considèrent que la Russie, c'est l'impérialisme et qu'il vaut mieux aller chercher un parapluie du côté des États-Unis. Et donc qui ont une vision différente de la Russie, mais qui adhèrent à cette idée d'une identité européenne où européen devient un euphémisme pour dire blanc et chrétien. Cette identité européenne qui serait menacée par l'immigration, et notamment par l'immigration musulmane, et qu'il faudrait protéger. Et cet affect-là, il est en train de devenir hégémonique, de plus en plus hégémonique, à l'échelle européenne. Du coup, l'extrême droite se retrouve avec cette possibilité extraordinaire, elle, de pouvoir changer l'Europe. Parce qu'elle va peut-être réussir à prendre le pouvoir simultanément dans suffisamment de pays européens pour gripper la machine et pour proposer des modifications. Alors, ce ne sera pas des modifications économiques, hein, c'est certainement pas pour empêcher la libre circulation des marchandises et des capitaux, c'est pour empêcher la libre circulation des personnes. Donc, c'est une vision totalement opposée à celle de la justice sociale. C'est une vision qui repose sur une conception fantasmée de l'identité, et qui finalement n'est même plus nationale, mais qui serait continentale, cette identité européenne. Et enfin, il y a un troisième courant qui, lui, a des raisons, on va dire, un peu plus honorables de s'attacher à l'Europe. C'est un courant plutôt identifié à la gauche, et qui, lui, considère qu'il y a un problème avec la nation, avec l'héritage national, qui parfois, on l'a su, on l'a vu dans l'histoire, pouvait dériver en nationalisme, pouvait dériver en impérialisme, en colonialisme, en racisme. Et du coup, ces courants-là, alors c'est des courants aujourd'hui que vous retrouvez, par exemple, chez les écologistes, ou ou même le Parti communiste aujourd'hui, et qui finalement considèrent que comme la nation, il y aurait des dangers au niveau de la nation, il faudrait se réfugier à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, on serait finalement moins susceptible de tomber dans le colonialisme ou dans l'impérialisme. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Nous sommes en train de le voir. Il existe bien un racisme à l'échelle européenne. Justement parce que l'identité européenne peut se définir de manière ethnique, de manière religieuse, de manière réactionnaire. Donc l'idée qu'à l'échelle européenne, on va échapper à ce danger-là était totalement fausse. Et en plus, a creusé la tombe de ce courant politique. Pourquoi la social-démocratie, pourquoi la gauche a quasiment disparu dans toute l'Europe, à part dans certains pays où justement elle n'est pas totalement tombée dans ce travers. Toutes les formations social-démocrates et de gauche qui ont disparu sont celles qui ont abandonné l'idée nationale, qui l'ont complètement abandonnée. Et là, quand on abandonne complètement cette idée, quand on renonce à se battre au niveau du cadre national, en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus de programme. C'est-à-dire que tout ce qui est défendu ne peut plus marcher. Par exemple, Europe Écologie Les Verts va faire un travail au niveau européen, au Parlement européen sur son programme, mais refuse de le faire à l'échelle nationale, puisqu'il dit « je ne veux le faire qu'à l'échelle européenne ». Donc, en fait, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas interdire le glyphosate, vous allez faire comme Emmanuel Macron, à l'échelle française, tant que vous ne l'avez pas fait à l'échelle européenne. Donc, ces formations politiques sont en train de disparaître, tout simplement car elles n'ont plus de programme.
Les seules qui arrivent encore à surnager difficilement, c'est celles qui ont compris que ce n'est pas l'Europe qu'il faut chercher à changer, mais la nation. C'est-à-dire qu'il faut réussir à défendre une conception de la nation qui soit différente des conceptions racistes ou colonialistes, une conception populaire et inclusive, qui soit capable de rassembler toute la population sans distinction d'origine, de couleur ou de religion. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre, de définir précisément ce qu'on appelle le peuple, ce qu'on appelle la nation et ce qu'on appelle la souveraineté. Tout d'abord, le peuple, il y a des conceptions identitaires, où le peuple se définirait par une culture particulière, par une religion particulière, par une origine particulière, et il y a des conceptions qu'on retrouve notamment dans la Révolution française, dès 1789, et approfondie en 1793, qui consiste à dire que c'est le droit du sol, et que tout résident qui se reconnaît français, qui souhaite participer à cette révolution française, il est français. Et donc c'est l'adhésion au contrat politique qui fonde l'appartenance au peuple et l'appartenance à la nation, et non pas une identité prédéfinie. Cette conception-là, elle n'a pas été réalisée. C'est ça ce que n'ont pas compris certains défenseurs de la République. Ils n'ont pas compris que les idéaux républicains, ils n'ont pas été réalisés, il reste quelque chose à atteindre. Et du coup, on s'est retrouvé pendant longtemps avec des personnes qui se revendiquaient républicaines, mais sans avoir défini le contenu du mot, et qui du coup paraissaient défendre les institutions actuelles. Et du coup, tout le monde a fini par se revendiquer républicain. Les républicains sont républicains. Le Rassemblement national se dit républicain. La République en marche républicaine, le Parti socialiste républicain, quasiment tout le monde est devenu républicain. C'est-à-dire que ce mot a été vidé de son sens et n'a plus désigné un projet à atteindre, un projet de liberté, d'égalité et de fraternité, mais s'est mis à désigner l'adhésion au régime actuel. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Ce tour de passe-passe qui a été effectué avec des personnes finalement qui disaient, même des personnes critiques, par exemple, qui allaient critiquer l'Union européenne, mais qui n'allaient pas critiquer l'Union européenne pour arriver à un projet émancipateur, qui voulaient critiquer l'Union européenne pour revenir au statu quo de la Ve République, qui en fait écarte le peuple. Et c'est là, finalement, qu'on s'est rendu compte que cette conception-là était totalement inadaptée et inadéquate avec celle qui a été portée par les Gilets jaunes, qui ont commencé à dire on remet en cause l'essence même de ce régime républicain, on revient à sa fondation, et on voit qu'il y a eu un problème, c'est que la place du peuple a été écartée. Alors en fait, il a été écarté en 1794, parce que si on regarde la Constitution de 1793, qui n'a jamais été promulguée, eh ben on trouvait dedans le référendum d'initiative citoyenne. Il a été inventé en 1793, le référendum d'initiative citoyenne, il n'a jamais été appliqué, et la Suisse a imité, il a été finalement mis en Suisse, mais en imitant ce principe qui avait été trouvé, qui était de dire ce n'est pas aux représentants tout seuls et au gouvernement tout seul de faire la loi, mais c'est à nous, c'est au peuple de faire la loi. C'est le premier point où ce mouvement des Gilets jaunes, en portant cette conception radicale de démocratie, a rebattu les cartes et a montré que tous les partis politiques, y compris les partis politiques qu'on pensait être les plus progressistes et les plus révolutionnaires, avaient un train de retard. Deuxième point, on nous expliquait qu'il fallait respecter les institutions, l'État et la police républicaine. Et ça, c'était un discours qu'on entendait partout. C'était un discours qui était devenu hégémonique. Vive la police républicaine. De la droite à la gauche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? En fait, ça fait longtemps, très 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 longtemps, que cette police-là n'est plus républicaine. C'est une police qui est la milice du pouvoir. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte. Quand elle a crevé les yeux, quand elle a mutilé, quand elle a arraché les mains. Mais ça faisait des années que certaines personnes alertaient dans le désert. Ça faisait des années que dans les quartiers populaires, des jeunes disaient « Mais attendez, on est contrôlé toute la journée, on est victime de violences policières. » Et les responsables politiques et les médias leur disaient « Mais non, non, vous exagérez, vous vous trompez. » Et puis après, il y a eu l'interdiction des manifestations pour Gaza en 2014. Mais on nous a dit « Non, c'est parce que vous avez fait des débordements. » Après, il y a eu l'interdiction de la COP 21.
Des manifestations contre la COP 21. On leur a dit non, mais c'est parce que c'est pas le moment, il y a l'état d'urgence. Après, il y a eu la loi travail. Vous vous rappelez de la répression terrible au moment de la loi travail? Et que disaient les grands médias? Ils disaient, mais c'est parce qu'il y avait des casseurs. C'est parce qu'il y avait des tags sur les hôpitaux, c'est pour ça qu'il y a eu la répression. Et on trouvait encore, il y a encore un an, des gens qui étaient là à nous défendre cette police. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait un problème qui gangrenait le pays. Et je répète, la solution de ce problème, en fait, n'était pas si mystérieuse que ça. C'est simplement qu'on avait délégué nos pouvoirs. On avait trop fait confiance à l'échelon supérieur. Et en fait, un État qui fonctionne bien, un État souverain, c'est un État dans lequel le peuple est souverain. C'est pas l'État qui est souverain face à son peuple. C'est le contraire. C'est le peuple qui est souverain face à son État, c'est-à-dire qu'à tout moment, peut lui demander des comptes. À tout moment, peut révoquer les élus. À tout moment, peut regarder comment ça fonctionne dans la justice, dans la police, peut contrôler les actions. Et c'est cet esprit critique qui est indispensable, qui est une condition nécessaire pour arriver enfin, un jour, à une démocratie. Actuellement, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas non plus dans les modèles dictatoriaux qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais nous ne sommes pas dans la démocratie minimale qui consisterait à dire que le peuple a son mot à dire sur ses représentants. Ces conditions-là ne sont pas encore respectées. C'est ça donc que j'expliquais, l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans le terme de souveraineté. C'est toujours se rappeler qu'est-ce qu'être souverain. Parce que si on dit la France, et je dis la France n'est pas souveraine, je parle du peuple de France. Mais si on parle de l'État français, par exemple, l'État français, quand il s'agit d'intervenir militairement en Afrique, là il est souverain. L'Union européenne ne vient pas l'en empêcher. Son appartenance à l'OTAN, dont il faudrait sortir, mais il ne vient pas l'en empêcher. Donc il ne suffit pas de dire sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, il faut aussi dire sortir de la France-Afrique, sortir de l'impérialisme français. Et quand on dit qu'il faut retrouver notre liberté monétaire, eh bien, il faut aussi toujours se rappeler que la France elle-même, elle impose une monnaie à plus de 14 pays africains. Elle leur impose le franc CFA, qui est géré depuis Paris, qui est arrimé à l'euro. Et donc si nous réclamons notre indépendance, c'est aussi pour la donner aux pays qui sont dominés par l'État français, par la bourgeoisie française. Pas par nous, le peuple, par la bourgeoisie. Mais si nous voulons être crédibles dans notre lutte, il faut que nous nous distinguions radicalement, que nous nous dissocions des personnes qui nous gouvernent. Qu'on comprenne qu'il s'agit de deux classes totalement hermétiques et qu'on ne peut pas se solidariser. On ne peut pas dire c'est nous qui serions en guerre en Afrique. C'est pas nous qui gérons la monnaie africaine. Et quand il y a des ventes d'armes, quand des armes françaises sont utilisées pour massacrer des Yéménites, il faut le dénoncer avec toute la force possible et il ne faut pas se dire « Ah, c'est une bonne chose parce que ça donne du travail en France ». Non, si on commence à se dire ça, en fait, ça veut dire qu'on consent à notre propre domination. Ça veut dire qu'on se solidarise avec nos maîtres et ça veut dire qu'à la fin, on finit toujours par se faire piéger parce que c'est toujours comme ça que les bourgeoisies arrivent à acheter le consentement des peuples, c'est en leur faisant croire qu'ils appartiendraient à un peuple supérieur, à une civilisation supérieure, et que du coup, ils auraient tout intérêt à se tenir à carreau et à profiter de l'impérialisme, du colonialisme et du pillage des pays étrangers. Et c'est pourquoi se battre pour la souveraineté, et je vais conclure sur ce point, ça doit forcément être une souveraineté populaire, donc qui repose sur la population, et inclusive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus le droit de la majorité absolue sur les minorités, mais elle est aussi le respect des minorités, elle est aussi le refus de toute discrimination raciste ou sexiste, qui en fait ne conduisent qu'à diviser le peuple, et qui conduisent à ce qu'à la fin, les gens se font la guerre entre eux, et ne comprennent pas que l'ennemi commun, celui qui est au-dessus, se réjouit de cette division au sein de la population. Et donc ce ne sont pas des questions qu'on doit mettre sous le tapis, ce sont au contraire des questions qu'il faut aborder sereinement. Et il faut dire, bah oui, ce qui a aussi fait la force des Gilets jaunes, c'est quand il y a eu par exemple les féministes Gilets jaunes qui se sont mises dans le combat, avec leurs propres revendications, qui n'étaient pas seulement la question sociale, mais qui étaient aussi la question de salaires féminins qui sont inférieurs aux salaires des hommes, de la culture du viol, de toute l'oppression qu'il y a contre les femmes, de MeToo. Et ça, c'est pas une division d'apporter ça, c'est une richesse supplémentaire au mouvement, si on arrive à comprendre que nous ne devons pas reproduire en notre sein des dominations comme celles que nous subissons
de nos dirigeants. Et un autre point important, c'est l'arrivée dans les Gilets jaunes, un moment important, c'est l'arrivée dans les Gilets jaunes du comité Adama. Donc le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, qui avait été assassiné par la police il y a quelques années, au début dans l'indifférence générale, avec des médias qui disaient que peut-être que finalement, il l'aurait bien cherché. Et aujourd'hui, on a enfin compris qu'il ne l'avait pas cherché, qu'on avait laissé se développer une toute-puissance d'État et un racisme qui permettait ce climat de meurtre. Et là, la force, à un moment donné, du comité Adama, c'est de dire nous rejoignons ce mouvement populaire, nous avons un même ennemi, un même combat contre Emmanuel Macron, et nous arrivons avec nos revendications, qui est l'égalité totale. Donc ça, c'est des combats portés depuis les années 80, du début des années 80, la marche pour l'égalité, qui avait été totalement détournée, récupérée par le Parti socialiste. Donc c'est retour aux sources, c'est retour au début des années 80, et c'est l'égalité des droits, c'est-à-dire finalement, simplement la réalisation des promesses de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent la nation comme contrat politique et civique. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions sur les points que vous souhaiteriez développer et préciser. Merci.